Bonjour, nous sommes très contents de vous avoir nombreux, chers amis téléspectateurs, pour suivre toujours et toujours votre émission Afro-Lumière. Et donc, comme d'habitude, nous avons fait appel à l'habitué de cette émission qui n'est autre que M. Yamba Yamba. Encore une fois, on l'invite aujourd'hui pour nous faire la restitution de ce qu'aura été la conférence qu'il a eu à animer lui-même ce 4 janvier 2020. Et donc, vous trouverez à travers cette émission la synthèse d'un discours totalement iconoclaste développé par cet homme panafricaniste de son état et au cadre de l'UDPS. Bonjour, M. Yamba Yamba. Bonjour. M. Yamba Yamba, nombreux sont ceux qui vous ont suivi ce 4 janvier dans plusieurs chaînes de télévision à travers notre pays et dans le monde, parce que vous êtes déjà très présent dans le numérique aussi. Et donc nous vous appelons aujourd'hui pour essayer un peu de développer avec vous, de nous faire la synthèse de ce qu'aura été votre discours développé pendant plus de 3 heures du temps au cabinet de Saint-Père. Et nombreux nous appellent pour en savoir plus. Alors le thème c'était l'Afrique d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Quelle est notre responsabilité? Alors en 2-3 mots, vous pouvez nous résumer qu'est-ce qui cache derrière, qu'est-ce que vous cachez derrière ce thème, ou quelle est l'idée maîtresse de votre vision panafricaine? Qu'est-ce que vous avez véritablement expliquer à la population qui vous suit en ce moment? Merci beaucoup. Merci vraiment de toute sincérité. La conférence, certes, vous l'avez dit, a porté sur la problématique de l'Afrique d'hier, d'aujourd'hui et de demain, notre responsabilité. Pourquoi cette conférence? La conférence est le résultat d'une observation. Observation réalisée sur les Africains d'hier, d'aujourd'hui. Et dans ces Africains, il faut prendre également les Afro-descendants, que ce soit ceux qui sont dans les Amériques, que ce soit ceux qui sont dans les Caraïbes. Toute observation faite, nous sommes arrivés à une conclusion selon laquelle l'Afrique d'aujourd'hui, si l'Afrique d'hier a été une puissance, l'Afrique d'aujourd'hui est là. Mais il faut le dire très clairement qu'on a tenté toute une initiative pour que véritablement on puisse relever les défis. C'est comme ça que dans beaucoup de pays africains, il y avait des régimes qui étaient dirigés par un maréchal, tantôt un empereur, des régimes de parti unique, de régime de président à vie, de régime d'un plus 4, de régime femme président, de régime le gouvernement de la diaspora, le gouvernement des technocrates, le gouvernement de coalition, le gouvernement d'union nationale, d'élargissement national, les programmes d'ajustement structurel, les programmes de développement durable, les programmes qui portent sur les objectifs de millénaire pour le développement, etc. Programme santé pour tous, émergence 2025, 2030, 2035, etc. Beaucoup de programmes. Malheureusement, malgré toutes ces initiatives, l'Afrique n'a pas l'air d'avancer. Alors on se pose des questions. Est-ce qu'on ne s'est pas véritablement trompé d'adresse? Est-ce qu'on s'est véritablement posé la question pour savoir ce qui bloque? Et c'est là justement que nous avons eu l'occasion de nous interroger sur ce qu'a été l'Afrique d'hier. Certes, lorsqu'on regarde la situation de l'Afrique d'hier, on réalise finalement que c'était une puissance. C'est en Afrique qu'on a inventé les mathématiques, c'est en Afrique qu'on a inventé l'écriture. L'Afrique antique, c'est que nous avons vécu avec Pharaon, qui a pris pratiquement 35 siècles, en tout cas des pharaons locaux, nationaux, autochtones, pas le moment où on a blanchi les pharaons, etc. Et donc, on était une puissance. La médecine, l'astronomie, la trigonométrie,
Tout cela a été... La chirurgie, tout cela a été inventé par les Africains. Les sciences, l'éthique, la morale, le droit de l'homme, c'était véritablement les valeurs africaines. Et même les Européens, comme Thalès, comme Pythagore, Hérodote, Platon, étaient en Égypte pour apprendre les mathématiques. Vous rappelez du théorème de Thalès, théorème de Pythagore. Le premier intellectuel européen, c'est Thalès. Mais il a appris dans la cour de Pharaon. Et c'est là qu'il a passé 22 ans. Mais si vous aviez la morale, comment pouvez-vous expliquer le fait que des gens viennent vous dire ne volez pas, ne prenez pas la femme d'autrui, ne convoitez pas quelque chose qui ne vous appartient pas? C'est le décalogue, ça se trouve dans la Bible. Comment on a pu vous apprendre une telle morale alors que vous prétendez avoir développé? On avait la morale, mais ceux qui sont venus, vous savez qu'il y a deux types de cerveaux. Il y a les cerveaux cartésiens et les cerveaux plastiques. Les cerveaux plastiques sont africains et africains. C'est-à-dire lorsque vous êtes en face même d'un étranger, vous avez de l'enthousiasme, vous avez la solidarité de l'accueillir, de l'embrasser, de le considérer comme un frère. Mais il y a les cerveaux cartésiens qui élèvent des occidentaux et qui posent toujours la question ou bien c'est moi ou bien c'est lui. Et tant que je suis là, lui ne peut pas exister. C'est cela. Et ils ont utilisé ce que nous appelons le facteur de déstabilisation. Le premier facteur de déstabilisation, c'est la vérité. On nous a fait croire que nous, on ne connaissait pas Dieu. Et pourtant, lorsque vous regardez l'histoire de l'Égypte antique, nous, on connaissait quand même qu'il y avait un être suprême qui a créé le monde. On connaît qu'il y avait une énergie débordante qui véritablement a créé le monde. On connaissait qu'il y avait une intelligence universelle infinie. Et c'est comme ça que dans nos coutumes, chez les Bons, on dit Nzankomba. Chez les Tétés, on dit Onyashongo. Chez les Balou, on dit Vili Mukulu. Tout ça, chaque peuple avait au moins un nom où on essayait de s'adresser, n'est-ce pas, à celui qui a créé le monde. Et clairement, ils viennent chez nous, ils nous disent que tout ce que vous connaissez là, c'est le diable. Il y a essentiellement un Dieu exclusiviste. Et ce Dieu-là, il faut passer par lui pour que véritablement vous puissiez voir Dieu. Et à travers le christianisme, où on a une seule personne, il faut passer par lui pour voir Dieu. L'islam aussi vient de la même manière. Et vous ajoutez l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Mais ceux qui ont été très féroces par rapport à notre situation, c'est plus le christianisme, l'islam. Et on a cru à cela. Et vous savez que la croyance bloque le raisonnement. On a pu réfléchir pour dire, mais quand même, nous connaissions Dieu. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, nous soyons en situation où on ne peut recourir qu'au Dieu des autres? Et si les autres ne sont pas venus, donc nous étions censés véritablement disparaître, sans rien faire. Et pourtant, quand on regarde les prouesses de l'Égypte antique, on peut dire qu'effectivement, nous étions toujours en connexion avec nos ancêtres, etc. Deuxième chose. Avant de prendre la deuxième chose, M. Yamba, comment vous en êtes arrivé à cette défaite? Parce que vous prétendez avoir développé la science et la morale, mais comment les gens venus d'ailleurs sont parvenus quand même à vous vaincre et à prendre le dessus sur vous? Comment expliquez-vous cette défaite? Bon, vous savez que chaque civilisation est dans un processus anthropique. Ça veut dire quelque chose qui naît, grandit et disparaît. Et donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'en réalité, nous sommes en retard. Non, non, nous sommes en régression. Simplement parce qu'effectivement, nous avons connu un moment d'apogée, et même finalement, nous avons nivelé vers le bas. Et les gens en ont profité, parce qu'eux aussi, ils étaient chez nous. Quand nous, on était puissants, ils avaient des gaz. Ils n'avaient pas la science. Je vous ai dit que le premier intellectuel de l'Europe, c'est Thalès, mais il a été chez nous pour apprendre.
Merci M. Yamba Yamba, et là j'en profite de l'occasion pour démontrer qu'effectivement M. Yamba Yamba a raison, parce qu'il nous a amené un élément ici qui démontre que les Blancs eux-mêmes sont en train de préparer leur shit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune civilisation qui tient debout au terme de plus de 2000 ans, ça disparaît toujours. Vous êtes le plus fort, demain attendez-vous à votre déclin. L'élément est là et en fait, ça sera là deux éléments qui vont se suivre. Les Blancs se préparent eux-mêmes à leur shit et à travers cette préparation, ils confirment aussi que les Noirs étaient plus puissants que eux à un moment donné de l'histoire et donc vous pouvez suivre cet élément. Dans le monde, pas seulement en tant qu'auteur, mais pour votre travail dans les causes humanitaires. Vous avez entre autres raconté tous les plus grands leaders du monde, on va les voir en images là, mais en plus vous avez créé un groupe qui s'appelle SOS Racisme ici en France, qui lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Parlez-moi encore de ce choix d'avoir une reine noire pour votre héroïne, c'est important? Oui, très, parce que il faut montrer que les Noirs ont la même histoire que nous. Quand elle construisait des palais, la France n'existait pas encore, il y a 3000 ans. Quand elle faisait construire des irrigations pour irriguer les déserts, pour transformer en désert, Paris n'existait pas encore. Donc, ça fait réfléchir ceux qui n'aiment pas les Noirs parce qu'ils pensent qu'ils sont des barbares. C'est important. Pour moi, l'histoire, d'abord, ça fait rêver, mais d'autre part, ça enseigne, ça apprend aux hommes à connaître autres hommes différents. Depuis 2 ans, chaque jour, les médias ne cessent de critiquer Donald Trump. D'après vous, pourquoi ces partisans continuent de le soutenir? Parce qu'ils aiment ce que Trump représente. Ils aiment son côté mâle blanc, hyper agressif. Mais ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde. Ce sera les femmes, les personnes de couleur, et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. C'est comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. Et les dinosaures, quand ils ont disparu, leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs, riches et en colère, qui dirigent cette planète aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Merci beaucoup, nous revenons sur le plateau, M. Yamba Yamba. Nous prenons le deuxième point. Vous dites que le tout premier point, C'est la religion. c'était la religion. Deuxième point, Oui. c'est l'enseignement, l'éducation, l'école. Non seulement ils nous ont amené la religion, mais ils nous ont amené leur école. Une école qui visiblement fait de nous des simples perroquins. On nous apprend des enseignements, mais nous ne connaissons pas les secrets de ces enseignements. Et au point où nous devenons finalement des récitateurs, des répétiteurs, des perroquins. Bon Bassong appelle cette façon de faire comme si nous étions des abrutis fondationnels. Aimé Césaire dit que parce que nous sommes des intellectuels sans enracinement. Césaire, Senghor dit, bon, écoutez, nous n'avons pas de particularisme par rapport à ce que nous avons appris. Et donc, on a tout appris de l'extérieur et nous n'avons pas des pieds sur terre. Et nous sommes comme un baobab qui, visiblement, s'enracine d'homme. Et nous sommes tombés. Et donc, l'école, ce n'est pas une école qui nous apprend à transformer notre environnement. Vous savez, croyants africains, chaque fois qu'on enseigne aux gens, dans beaucoup de grandes universités que vous connaissez à travers le monde, y compris à Tombouctou, donc la première université du monde, il y a 3 composants dans l'enseignement. Il y a d'une part la composante théorique, la composante pratique et la composante spirituelle. Nous, on nous a enseigné essentiellement la composante théorique et pratique, mais on ne nous a pas donné la composante spirituelle. Parce que c'est la spiritualité qui donne la fertilité à l'esprit de créer. Or, nous n'avons pas eu cette composante, hein, et donc nous sommes restés avec la théorie. Et la théorie qui est créée par les autres, et les autres, nous ne faisons que mémoriser ou bloquer. Mais entre-temps, pour que nous ayons la fertilité de l'esprit, pour inventer, innover, imaginer. Le contenu spirituel. Le contenu spirituel, il n'y en avait pas. C'est comme ça que vous voyez des grandes universités qui ont une très grande réputation à travers le monde aujourd'hui, comme Harvard, etc. C'est vrai.
ce qu'on appelle la théorie, la pratique, mais il y a aussi la dimension spirituelle. Les gens sont initiés. Ah bon. Chez nous, c'est très sensible. Et quand on parle d'initiation, les gens ont tendance à croire qu'on vous initie à la sorcellerie. J'ai vu un journaliste qui était à mon bureau hier, il dit, Papa Mbamba, est-ce que c'est comme monsieur, vous êtes dans les loges maintenant? Votre conférence a été trop spirituelle. Moi, je dis oui, il faudrait qu'elle soit spirituelle. Parce que sans esprit, on ne peut pas avancer. C'est ça la question qu'on nous pose souvent aussi. Est-ce que M. Yamba Yamba n'est pas dans les loges? Vous êtes d'accord ou en désaccord avec les loges? Bon, écoutez, nos ancêtres ont connu des loges. Mais nous ne sommes pas d'accord avec les loges que nous avons connues en Afrique. Parce que ces loges nous ont assiégés. Je prends par exemple la maçonnerie, la Rose-Croix, Maïkari, ça c'est les orientaux, les Kankars, les Kankars, Lions Club, etc. Ça sont des loges que moi, des dominations, je considère comme étant des instruments de domination pour lesquels je ne peux jamais adhérer. Moi j'estime que nos ancêtres ont persisté pendant 3500 ans, essentiellement avec leurs capacités, leur initiation, etc. Il n'y avait pas de confréries étrangères. Il n'y avait pas. Donc nos ancêtres avaient aussi des loges. Bien entendu, et aujourd'hui, des gens comme Kofi Gomez, Motunde, etc., dans la série de ceux qui croient que l'Afrique peut fonctionner autrement, sont en train de travailler dans la perspective qu'on puisse véritablement avoir nos loges africaines. Vous savez, il ne faut pas considérer loge comme étant un endroit où on va sorceller les gens. Non, non. C'est l'endroit où on peut être en connexion avec les ancêtres, où on peut être inspiré, etc. Regardez, lorsque les Américains sont capables de fabriquer des avions qui vous font une vitesse incroyable, qui sont au-delà de 200 millions de kilomètres, etc., à l'espace, écoutez, vous n'allez pas me dire que c'est une simple formule de laboratoire, mais il y a une inspiration. Et Dieu n'est pas injuste, il a donné à chaque peuple, à chaque espace, un génie propre. Et donc quand on est loin de ce génie-là, on ne peut pas inventer, on ne peut qu'imiter les autres. Et quand on est vide, on ne peut pas donner sa vie à une confrérie véritablement étrangère. Et c'est là justement qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a même des chefs d'État panafricanistes qui pensent qu'aujourd'hui, plus que jamais, que les Africains aient aussi leur endroit de pèlerinage. C'est comme ça qu'au Bénin, le président Talon, Baptiste Talon, vient de céder plus de 500 hectares où on va construire le lieu où on recevra les Africains qui viendront faire le pèlerinage justement pour évoquer nos ancêtres, faire en sorte que nous soyons véritablement réhabilités dans notre pas. On aide si on peut avoir un seul lieu, vous pouvez nous citer le nom, est-ce que nos ancêtres ont initié en quoi, est-ce que nous étions formés? Parce que quand vous parlez de l'université de Harvard, il y a la franc-maçonnerie, les Kankars, il y a la Yem, il y a la Rose-Croix. Maintenant, par exemple, à l'est de la République, vous allez à Tchabunda, vous allez trouver au site Kivu, ce qu'on appelle le Kimirikiti. Ah, voilà. Je connais. Le Kimirikiti, chez les Barriga là-bas. Chez les Barriga. Très bien. Allez à l'Équateur, à Nikoro, vous allez trouver Elimanzale. Voilà, ça c'est moyen, ils vont pas assez. Donc, voilà, donc ce sont des loges où on initiait les gens, non pas pour manger les gens, mais c'est pour justement ouvrir les yeux, ouvrir l'intelligence, être en connexion avec les génies véritablement de notre environnement, dans la perspective que vous ayez la capacité de mieux connaître. Regardez, croyants, comment on sait que... Là vous suivez la conférence est en train de passer, ce sont là les images de la grande conférence que M. Yamba Yamba a réalisée le 4 janvier au cabine de la Sainte-Terre. Vous pouvez continuer. Comment vous pouvez savoir que vous arrivez chez un guérisseur au village, il n'a jamais été à l'école. Mais il sait que quand tu souffres, par exemple, de la malaria, il sait que telle feuille peut guérir la malaria. Quand tu souffres de la tuberculose, telle feuille peut guérir la tuberculose. Comment on le sait? Mais il y a un génie. Et alors maintenant, on a tout rejeté. Donc il y a une connexion spirituelle. Il y a une connexion qui vous amène à cette découverte. Bien entendu, mais comment on a découvert le fait? Il n'y avait pas des allumettes chez nous. Mais le fait est venu comment? Comment? Que ferait monsieur? Et bien voilà, donc les gens quittaient Kisangani jusqu'ici. Il n'y avait pas de bateau à l'époque des ancêtres. Qui a envoyé quelqu'un pour aller faire la recherche que quand vous entrez en forêt, il y a un arbre et cet arbre peut fabriquer la pirogue?
Et on a utilisé quelle intelligence, etc. Il paraît que c'est Archimède qui avait découvert cet théorème que tout corps suspendu, tout ça dans l'eau. Et Archimède est arrivé à quel âge? Nous avons vécu la puissance mondiale. 35 siècles, 35 siècles, c'est-à-dire 3500 ans avant qu'Archimède ne soit connu. Ils étaient dans des cases. Ils n'étaient pas connus, ils n'avaient aucune puissance. Vous savez que l'Amérique, dont on prétend que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, etc. Même si les Amérindiens existaient, etc., il n'y a pas de découverte en fait. Mais qui est arrivé le premier? Mais ce sont des navigateurs maliens. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des droits de l'homme. Mais la première chaîne des droits de l'homme, mais c'est au Mali, Karafuga, avec 44 articles. Mais ce sont nos ancêtres. Les grands malheurs, c'est... Comment ils ont pu écrire ça? Ils avaient une écriture. Oui, mais l'écriture, mais c'est l'Afrique, c'est l'Égypte antique. Hiéroglyphes. Oui, bien entendu. Mais les grands malheurs, et que je termine par là, les grands malheurs, c'est que nous avons par exemple des gens qui sont intellectuels, mais qui plus ils sont assez faibles, faibles tout simplement parce qu'ils veulent la copiologie. C'est-à-dire il faut lire les livres des autres, il faut écrire, il faut faire des recherches autour de ces livres, et on fait la compilation, et on présente, on dit non, je suis docteur. Mais ils auraient pu véritablement, au regard de ce qu'a représenté l'organisation sociale de nos ancêtres, etc., et faire en sorte de fouiner dans cette organisation, dans cet ordre social, qu'on peut appeler aujourd'hui le droit, etc., et faire des thèses qui nous permettent non seulement de fouiner, mais de théoriser et de moderniser ce que les ancêtres ont fait. Ça, on ne le fait pas, on ne fait que la copiologie, et c'est comme ça que nous devenons véritablement des abrutis fondationnels. Alors, avant de prendre le troisième point de notre désintégration, nous voulons vous poser une petite sous-question. Qu'est-ce que nous allons faire pour nous reconnecter à nos esprits, c'est-à-dire aux valeurs traditionnelles africaines? Est-ce que nous avons encore une chance d'être sauvés, de nous récupérer, de récupérer nos esprits? Mais on a toujours la chance, par contre qu'il faut identifier des hommes et des femmes qui sont très intéressés par ces questions. La religion nous a demandé, nous a fait peur. Hein. Je vois même certains chefs, quand on arrive à un chef religieux, en train d'arracher tout chez les chefs coutumiers au village, etc. Au point où, quand vous avez quelque chose qui puisse vous inspirer pour arranger votre terroir, bon, la religion vous dit, écoutez, vous êtes sorcier. Je me rappelle bien, j'étais sur la route Lubutu jusqu'à Walikale, et j'ai trouvé à Osio, c'est pas un guérisseur traditionnel, il avait son couteau, et de temps en temps, il faisait des interventions chirurgicales. Quand vous arrivez, le même jour, il fait l'intervention, ça se cicatrise et vous rentrez chez vous. Je reviens à Kisangani, je dors, je dis, mais écoutez, il faut aller apprendre la technologie. Eh bien, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? C'est la sorcellerie. Et donc, maintenant que le blanc, quand il est arrivé, il sait que c'est la sorcellerie qui constitue la science. La sorcellerie, c'est la science. Eh bien bon, on nous a dit la sorcellerie, c'est diabolique, c'est satanique, etc. Oh, ils utilisent cette sorcellerie pour fabriquer, pas, des téléphones, pour fabriquer, pas, des avions. Vous avez certains de nos frères qui connaissent véritablement cette technologie-là, se déplacent la nuit. Mais les Blancs, ils ont humanisé ça, au point où ils se déplacent la journée. Mais nous aurions pu, s'ils ne nous ont pas bloqués pour faire croire que nous on était des majordomes, on pouvait aller vers ces gens-là, on peut capitaliser véritablement cette technologie et on aurait des avions, même sans carburant, vous imaginez. Et chez nous, je crois avoir donné dans ma conférence l'exemple de Bwende, il y avait, n'est-ce pas, un animal qui était dans la rivière Tuapa, etc., à Bwende au centre. Et on l'appelait ça Ikoforoma Iwawa. C'est un animal, mais c'est une personne, un monsieur, mais qui savait entrer dans l'eau. Il peut faire même un mois dans l'eau. Et c'est comme ça que les Blancs ont fabriqué des sous-marins, des bateaux dans l'eau. Et avec des gens comme ça, s'il y a des anthropologues, s'il y a pas des sociologues, écoute, des scientifiques peuvent aller en direction des seigneurs, capitaliser l'expérience, récupérer la technologie, théoriser, mettre à la place publique, moderniser. On le ferait. Vulgariser. Voilà, vulgariser. Yamba, ça pose un problème. Parce que nombreux sont ceux-là même qui nous suivent et qui nous disent que
en tout cas, le discours de M. Yamba Yamba entre en contradiction viscérale avec celui du chef de l'État. Pourquoi? Parce que M. Yamba Yamba, au cadre de l'UDPS, c'est quelqu'un qui rencontre le chef de l'État à tout moment. Mais comment peut-il développer un discours qui va à l'encontre du chef de l'État qui visiblement est un chrétien et qui, d'une façon manifeste, ne tient pas compte de toutes ces valeurs traditionnelles africaines? Alors d'autres même nous disent, écoutez, c'est bien beau, cet homme est très intelligent, son discours est très intelligible, mais comment expliquer le fait qu'il est très proche du chef de l'État et qu'il ne parvienne pas tout à fait à porter son discours plus haut, partager cela avec le chef lui-même? Alors, pourquoi il le fait? Ce sont eux qui dirigent le pays. Comment va-t-il capitaliser toutes ces connaissances pour pouvoir les financer afin de booster l'Afrique, afin de remettre l'Afrique sur le rail du mouvement de l'histoire? Bon, je me suis beaucoup. La personne de Yamba a trois composantes. Il y a la composante politique. Cette composante politique, c'est ce que j'ai fait partie naturellement de l'UDPS comme parti politique. Où je suis là une trentaine d'années et je continue véritablement dans ce parti politique en tant qu'homme politique. Donc je rappelle que c'est l'ancien conseiller politique et économique de Feu Etienne Tshisekedi et financier de Feu Etienne Tshisekedi, et il aura été l'un des plus jeunes membres du comité national à l'époque de Mbouakiem, de Liaou, de Papa Kibasa. Donc il a vraiment évolué dans ce parti et aujourd'hui il est très proche du chef de l'État. Vous pouvez continuer. Et donc je voudrais simplement dire que j'ai la composante politique, parce que j'ai fait partie d'un parti politique. J'ai aussi la composante scientifique. La composante scientifique, parce que ça fait... c'est la conférence. Ça fait depuis 86. C'est la conférence que vous suivez là, hein? La conférence de M. Yamba Yamba, ce sont les éléments de la conférence qui passent par des... Depuis 1986, j'enseigne à l'université. Et donc, j'ai fait la recherche. Et ce que je dis là, c'est de la recherche. Et puis bon, il y a la dimension spirituelle. Après beaucoup de recherches, j'ai compris finalement que la science, la politique ne peut pas marcher s'il n'y a pas de spiritualité. Et alors maintenant, il faudrait maintenant que je puisse monter ce que nous appelons un schéma opératoire pour convaincre non seulement le président de la République, mais aussi la population. Il y a un pas spectaculaire simplement parce que le président de la République est aussi panafricaniste. Ah bon? Il est panafricaniste, il croit, n'est-ce pas, aux États-Unis d'Afrique, il croit à l'unité africaine, il croit à l'État fédéral africain, et il estime qu'il faut commencer, il faut y aller graduellement, compartiment par compartiment. Très bien. Mais en tant que cadre de l'UDPS, en tant que scientifique, je ne peux que chercher de manière à construire un schéma opératoire, lequel schéma je dois pouvoir échanger avec mon président. Donc c'est une question de génération aussi. Tout à fait. Et c'est une question de génération, ça ne se fait pas du coup où je propose, et ce que je propose c'est la parole de l'évangile. Ah non, c'est une discussion, encore qu'il faut commencer la discussion pour que demain, chacun de nous soit véritablement convaincu de la démarche. Une fois convaincu, je pense qu'on va rendre ça opérationnel au travers... n'est-ce pas, les lois de la République, pourquoi pas à l'échelle africaine. C'est bien compris, je crois que vous avez posé, vous étiez vraiment nombreux à poser cette question. Vous avez la réponse. Alors, M. Yamba Yamba, le troisième virus du chaos négro-africain, c'est ce que vous aviez développé dans votre conférence. Oui, oui. Le troisième, le premier c'était la religion, deuxième c'était l'éducation, troisième c'est l'organisation politique. Vous savez que l'Afrique à l'époque a connu ce qu'on appelait l'Empire Monomotapa. Vous connaissez le royaume Congo, le royaume Nuba, le royaume Kuba, l'Empire du Ghana, l'Empire de Mandeng. Ah, je vois, c'est votre cheminement. Hein? Oui. Parce que vous avez commencé, par la spiritualité, le système éducatif et la politique en troisième position. C'est ça. Et certainement, c'est graduellement aussi que vous allez voir le chef de l'État pour pouvoir discuter avec lui. Tout à fait. Et donc, nous avons opté
pour la politique des autres, l'organisation politique des autres. Nous aurions pu voir comment nos ancêtres ont vécu 35 siècles pour être puissants. Ce type d'organisation, nous aurions pu véritablement l'adopter, théoriser même, moderniser. Nous ne l'avons pas pu. Les Occidentaux sont venus, ils nous ont vendu leur démocratie. Une démocratie qui est une valeur républicaine. La République n'est pas une donne traditionnelle. Cela. Et donc, nous avons pris une République, mais qui est assise sur des personnes qui n'ont jamais cette culture-là. Et voilà le résultat. C'est la guerre récurrente, c'est la mésentente, ce sont des conflits, etc. Et nous disons que si, dans l'hypothèse où nous nous réconcilions avec notre environnement, à ce moment-là, nous pouvons fouiner de ces qualités, les qualités intrinsèques des différentes organisations politiques en Afrique. À ce moment-là, nous pouvons chercher une démocratie qui soit adaptée à notre situation. Les gens ont tendance à dire, mais en Chine, il n'y a pas de démocratie, en Corée, il n'y a pas de démocratie. Il faut arrêter. Chaque espace a sa démocratie. Chaque espace a sa démocratie. La Chine a son modèle de démocratie. Son modèle de démocratie s'inspire véritablement de ce qu'a été l'organisation chinoise à l'époque. Donc ce n'est pas totalitaire comme l'Occident nous le fait croire. Non, mais l'Occident, aujourd'hui, avec Edgar Morin, Edgar nous explique dans la théorie de la complexité en disant aucune civilisation ne peut être universelle ni idéale pour tous les peuples du monde. Il n'y a pas de civilisation universelle. Chaque espace a sa propre civilisation. Chaque espace a son patrimoine. Chaque espace a ses valeurs. Et maintenant, on peut aller à la rencontre d'autres espaces. Mais alors, il faut avoir ses propres pieds, sa propre fondation, ses propres racines. Or, nous n'avons ni les racines, nous n'avons ni les pieds, parce que nous avons adopté aveuglément ce qui est venu de l'extérieur. Or, ce qui est venu de l'extérieur ne répond pas à notre culture. Je vous ai donné l'exemple de la réunion que nous avons organisée à Douala en 2015. Il y avait 17 pays qui allaient organiser les élections en 2016-2017. Mais tous les 17 pays, tous les chefs d'État africains voulaient changer la constitution et pour se maintenir au pouvoir. C'est que très clairement, cette démocratie-là n'est pas notre démocratie. Il fallait réfléchir chez nous, au village, comment on devient chef? Comment on devient chef dans nos empires, etc. À ce moment-là, nous aurons, même quand vous allez dans nos villages, vous allez trouver que même un enfant connaît la procédure. Quand il y a un chef qui meurt, on sait comment on doit le remplacer. Mais ici, vous avez autant de personnes, 98% des gens ne connaissent même pas les règles du jeu. Donc ce n'est pas notre démocratie. Et cette organisation politique est une asphyxie pour nous, parce que ça nous pousse à des guerres, à des mésententes, à des malentendus. Et donc on construit ce que nous appelons des imaginaires fragmentés ou identitaires, où les gens disent, nous on est swahilophones, nous on est Luba, nous on est les Congo, nous on est Ngala, etc. Et on nous divise, et les manipulateurs en profitent pour nous pousser véritablement à des confrontations et à des guerres récurrentes. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission d'aujourd'hui. Et donc, M. Yamba venait de vous expliquer les 3 véritables virus du chaos négro-africain. Et là, avant de terminer, il a amené un élément qui démontre que l'Afrique peut inventer si elle se réfère à sa spiritualité. Vous avez posé la question de savoir, savoir pourquoi portez-vous les habits de blanc. Parce que vous m'aviez appelé, dites à M. Yamba d'enlever la costume qu'il porte parce que ça vient de blanc. Et donc, il a amené cet élément de la fabrication de l'industrie textile des Nigérians qui créent le basin par une formule des ancêtres. Donc, à partir de la spiritualité, on est parvenu à créer le vêtement. Or, avec le christianisme, l'islam, il n'y a pas une seule minute, il n'y a pas un seul industriel qui, au nom de Jésus ou de Mahomet, nous a amené à découvrir une telle industrie. Et donc, l'élément est là. Suivez, vous qui avez posé la question de savoir pourquoi il continue à porter les costumes de blanc. L'élément est là.
Cet art millénaire, Naike Okundaye est la gardienne de la tradition. Ses œuvres se portent tous les jours. Dans son atelier artisanal, elle enseigne la confection de l'adiré, un tissu typique de l'ethnie qui domine le sud du Nigeria. Comme tout le monde le sait, l'adiré vient du pays et de la société Yoruba. Et c'est à base de pâte de manioc. Donc tout ici est fait à la main avec des matières organiques. Nous utilisons la plume pour faire les motifs et chaque dessin porte un nom. Par exemple là, c'est un tam-tam parleur. L'un des secrets de cet art repose dans la teinture indigo, issue de ces feuilles soigneusement réduites en boules, après un savant mélange avec des cendres de cabosse de cacao. Une technique 100% naturelle et locale pour obtenir cette potion magique qui mêle culture et religion. Avec déjà plus de 4000 initiés venant de tout le pays, l'artiste de 63 ans transmet son savoir-faire aux femmes. L'adiré peut leur permettre de gagner leur vie, mais une semaine est nécessaire pour produire une étoffe. Nous avons besoin de plus de soutien du gouvernement par le biais de la création d'une industrie textile au Nigeria. Le tissage à la main prend plus de temps et nous aimerions disposer de plus d'usines afin de moderniser notre travail. Pour un peu plus de 2 €, tout le monde pourra porter l'adiré. Les gens adorent ça. Naike Okundaye ne s'oppose pas à la modernisation, pourvu que le port de l'adiré se développe chez les futures générations. Merci beaucoup, Monsieur Yamba Yamba, pour l'élément que vous venez d'apporter. Il n'y a pas de commentaires à faire. Vous avez juste 1 minute pour conclure l'émission. Je crois que la réponse à la question qui vous a été posée est là. Il n'y a pas de commentaires à faire. Non, je voudrais simplement dire à notre peuple qu'il n'y a pas de magie. Personne n'a de loges ici, même si les loges sont importantes, parce qu'elles sont aussi les valeurs de notre société, encore qu'il faut justement les chercher, les mettre, les rendre opérationnels pour que ce soit à la place publique comme les Occidentaux les font chez eux, etc. Ça se première chose. Deuxième chose, j'ai dit que bon, nous avons été, piégés par la religion, par l'école, par l'organisation politique, par les médias, parce que les médias siège, par les écoles ésotériques en fait. Il y a des moments où, même pour devenir autorité politique, etc., on vous propose véritablement d'être dans la maçonnerie ou dans, je ne sais pas, Rose-Croix, etc., Tempélier, etc. Donc, nous devons travailler de telle sorte que même les ONG, en fait, qui sont des instruments d'instrumentalisation, de ce que nous représentons, puissent aussi travailler dans la perspective que nous puissions construire notre pensée autonome. Et nous avons, pour nous en sortir, 4 défis. Le premier défi, c'est le défi politique, l'organisation politique, la démocratie que nous avons utilisée doit être abandonnée. Deuxième chose, l'école de répétition, l'école de récitation doit être aussi abandonnée pour aller vers une école de questionnement qui pose la problématique sur nos besoins. Et troisièmement, nos médias doivent être privilégiés pour qu'ils parlent véritablement de la culture africaine, au lieu simplement que nos dirigeants aillent vers les médias étrangers. Or, l'audience de ces médias est le résultat de la mobilisation de nos dirigeants vers ces médias-là. Mais si nous avons nos médias, et que si on peut soutenir nos médias, on peut véritablement nous en sortir. Encore que, bon, tous les instruments comme les institutions de Bretton Woods, les multinationales, les fondations, les ONG, les églises, ça, ce sont vous semblez avoir oublié ça. Il y a le défi spirituel, le défi de la spiritualité, c'est-à-dire nous devons nous reconnecter avec nos ancêtres pour que nous ayons les aspirations. Dès que nous sommes là, nous avons nos ancêtres qui nous regardent. C'est très important et nous avons intérêt à nous reconnecter. Et il y a des procédures pour le faire. Nous avons un institut de formation panafricaine où toutes ces méthodes seront enseignées et la perspective qu'on puisse véritablement avoir la fondation. Et la fondation suppose nous reconnecter avec notre environnement. Et cet environnement va nous inspirer pour que nous puissions avoir la grande capacité de créativité, d'imagination. Et c'est là qui va donner des grandes offres qui permettent à notre pays et à notre peuple de trouver son corps. Merci. Nous sommes au terme de cette émission d'aujourd'hui. Vous venez donc de suivre M. Yamba Yamba, qui est panafricaniste, président de la nouvelle vision panafricaine NVP. Et au même moment, il est le secrétaire général de l'afrocentricité internationale, c'est-à-dire un mouvement
spirituel dans lequel tous les Noirs à travers le monde, les Afro-Américains, qu'on appelle afro-descendants, les Noirs d'origine africaine, ils se sont organisés dans ces grands mouvements Afrocentricité internationale. Et en RDC, c'est Lobo Lalilondou qui est le Chenouti. Et donc, M. Yamba Yamba, c'est le secrétaire général de ces mouvements Afrocentricité internationale. Alors, dans l'école qui est aujourd'hui déjà mise sur pied, la nouvelle vision panafricaine dont M. Yamba Yamba est président, et l'Afrocentricité internationale dans laquelle il s'est retrouvé comme secrétaire général, on apprend tout ce qu'il faut pour notre jeunesse, pour pouvoir un jour se reconnecter avec nos ancêtres et donc pour pouvoir rétablir l'Afrique dans ses capacités, dans sa puissance d'homme, de communauté humaine qui a véritablement dirigé pratiquement toute la terre dans l'Antiquité. Et donc, vous allez devoir suivre cette émission dans plusieurs chaînes, Congo Media Channel, Komiwapi, Donja, et aujourd'hui, vous les suivez certainement dans BRT. D'ici là, portez-vous bien.